Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, nous allons directement sur le continent, à la côte ouest africaine où Abdoulaye Wade appelle donc à une marche. Le président Wade, donc rentré le 10 juillet dernier pour la campagne, appelle à une marche pour le retrait des cartes d'identité. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, donc âgé de 91 ans, a appelé donc à cette marche ce mardi à Dakar pour réclamer, je cite, les cartes d'électeurs pour les législatives de dimanche prochain. Nous allons sur la côte est en Tanzanie où la Tanzanie donc exige 190 milliards de dollars de taxes minières. Les sanctions ont été donc prises après les travaux de deux commissions mises en place par le président John Magufuli pour enquêter sur le secteur minier du pays. Selon les rapports de ces deux commissions, Acacia, la principale compagnie minière du pays, opère illégalement sans verser les taxes dans les caisses de l'État. Et dans le cadre de notre réflexion de radiophonie de ce soir, nous parlerons de la PrEP. La PrEP, qu'est-ce que c'est ? Pour en parler, nous sommes avec Emmanuela Chonanga, qui est l'une des responsables de l'animation chez AID en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir Noël. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, la PrEP, qu'est-ce que c'est? La PrEP, prophylaxie pré-exposition. Donc, c'est un traitement préventif de l'infection par le VIH, par le VIH, à utiliser en complément du préservatif. La PrEP ne protège pas des IST, mais elle protège du VIH. Ben, je vais comprendre. Donc, ça veut dire que si on met la PrEP, alors, ça consiste en quoi? Parce que dit comme cela, c'est quoi? C'est une injection? C'est un préservatif aussi? C'est quoi concrètement? Bon, pour moi, c'est un comprimé de Truvada à prendre, selon le La besoin. pilule bleue? Oui, c'est ça. Donc, on a parlé il y a à peu près un an. Oui, c'est ça. Et à peu près un an, on parle de la fameuse pilule bleue qui coûtait très cher. Et c'est de ça qu'on parlera de nouveau ce soir. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc, je vous annonce en titre, c'est l'ex-président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qu'il demande? Il appelle à une marche. Pourquoi marcher? Selon lui, l'ex-président, donc, il réclame les cartes et les électeurs pour les législatives de dimanche prochain. La marche doit en principe se dérouler sur un itinéraire allant de la place de l'Indépendance au ministère de l'Intérieur, en passant devant le palais présidentiel dans le centre-ville de la capitale sénégalaise. Le ministre de l'Intérieur, où le président Wade invite les militants. Le ministère de l'Intérieur, où le président Wade invite les militants à se regrouper, se situe dans un secteur déclaré zone interdite par les autorités pour des raisons de sécurité. Serigne Babacar Kane, le préfet de Dakar, a évoqué donc un arrêté du ministère de l'Intérieur datant de 2011, alors qu'Abdoulaye Wade était au pouvoir, interdisant toute manifestation dans le centre-ville de Dakar. La manifestation est prévue donc dans une zone interdite et nous n'avons pas besoin de l'interdire, a-t-il déclaré. Uhuru Kenyatta boude le débat télévisé, s'étant retrouvé seul dans ce qui s'annonçait pourtant comme un débat houleux entre le président Uhuru Kenyatta et son rival. L'ex-président Raila Odinga a, pendant 90 minutes, expliqué ses projets et attaqué le président et son gouvernement. Il a également défendu le travail accompli lorsqu'il était Premier ministre après l'élection. Des élections donc controversées de 2007 qui avaient abouti à un partage du pouvoir. Début juillet,
Les deux candidats avaient annoncé qu'ils ne prendraient donc pas part à ce débat, en raison notamment de désaccords sur le format. Mais Raila Odinga avait finalement accepté d'y participer après modification. En revanche, Uhuru Kenyatta, lui, ne s'était pas clairement prononcé sur sa participation après ces amendements apportés au format du débat. Le suspense était resté intact jusqu'à la dernière minute. Retour dans le studio 11.5 de Radio Pluriel, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest où notre invité est Emmanuela Chonanga, qui est l'une des responsables de l'animation, des animations de l'association Aide qui œuvre et qui lutte contre, qui fait la prévention, la sensibilisation, l'information contre les IST et le VIH et SIDA. Une fois de plus, bonsoir Emmanuela. Bonsoir. Dites-nous, j'ai été frappé par un document que vous teniez en main. C'est une sorte d'éventail. Oui. Avec plusieurs symboles. Je vois une seringue, RDR, je vois un téléphone et TPE, des petites entreprises, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Quand on voit RDR, c'est quoi? Réduction des risques sexuels. C'est-à-dire, par exemple, je donne l'exemple sur les gens qui se droguent par injection. On leur fournit des seringues pour que chacun puisse avoir une seringue à lui pour ne pas mélanger, pour éviter de se faire contaminer. Voilà. C'est un peu. Avant de continuer, Aide, qu'est-ce que c'est concrètement? Votre association, elle fait dans quel domaine? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une association de lutte contre le VIH et les hépatites. Je l'ai dit, j'ai eu l'impression de n'avoir pas été assez exhaustif sur vos missions. Quelles sont les missions de votre association? C'est faire des actions en outreach, c'est-à-dire aller vers les gens. C'est une association communautaire. Donc, on va dans les endroits où on peut rencontrer les populations qui sont de plus à risque, pour pouvoir leur donner du matériel de prévention aussi, pour échanger avec eux par rapport à leur prise de risque. Et voilà, un peu ça. Faire du dépistage aussi. Je dois préciser qu'au moins une fois chaque année, nous vous invitons, lors du départ en vacances, comme c'est le cas actuellement. Le but de notre rencontre est de pouvoir sensibiliser pour ceux qui vont en vacances, leur dire c'est le moment de se relaxer, de se détendre, mais il faut garder le bon réflexe, il y a des comportements à adopter. C'est pour cela qu'on fait appel à vous, pour que vous puissiez apporter ce qu'on appelle, dans le jargon, on va dire ordinaire, une piqûre de rappel aux vacanciers, ceux qui sont en vacances, ceux qui vont en vacances, en fait, de ne pas baisser la garde. Donc, c'est pour cela que nous invitons une fois de plus ce soir, afin de nous prodiguer tous ces conseils-là, et parler aussi des avancées au niveau de la recherche sur le VIH, SIDA et les autres IST. Donc, vos missions, c'est de faire sensibilisation auprès des communautés. Oui, moi, je vais plus vers la communauté d'Afrique subsaharienne. L'an passé, vous disiez que les Africains semblent encore assez gênés lorsqu'on parle de VIH-Sida. C'est le cas un an après? Oui, bon, c'est vrai que à certaines personnes, je commence à baisser la garde, ils commencent à venir petit à petit, mais il y a beaucoup encore de freins. On n'arrive pas à toucher le maximum de personnes qu'il faut pour pouvoir faire des tests de dépistage et pouvoir découvrir ceux qui sont séropositifs sans le savoir, enfin, de pouvoir les mettre sous traitement. En fait, l'objectif aujourd'hui à Aide aussi, c'est de trouver le maximum de personnes qui sont séropositives, qui ne le savent pas, de les faire dépister pour qu'ils soient mis sous traitement. Et aujourd'hui, avec les traitements, quand on a une charge virale indétectable, au bout de 6 mois, on ne contamine pas. Quand vous parlez de charge virale indétectable, ça veut dire quoi? Quand on découvre sa séropositivité, il y a des examens qui sont faits biologiques pour savoir le taux de CD4, la charge virale. C'est la quantité de virus que tu as dans le sang. À peu près ça, oui. Encore aujourd'hui, selon vous, puisque vous êtes sur le terrain régulièrement, qu'est-ce qui bloque les gens? Le blocage, c'est à quel niveau? Les gens ont honte, ils ont peur. C'est quoi la principale raison qui est évoquée? Ils ont peur d'être montrés du doigt. Par qui? Je veux dire, à les autres. C'est le regard des autres. Je me lève, je vais faire mes examens, je fais mon dépistage. Il n'est pas dit que je sois forcément infecté. Qu'est-ce qui les bloque? Oui, parce que si ils ont peur d'apprendre quelque chose, s'ils savent que si on leur annonce leur séropositivité, de ne pas avoir la force de se maîtriser en face des autres et d'être monté du doigt, de ne pas pouvoir vivre normalement, d'être un peu une paria. Parce que c'est ce que les gens font. Je vais à la guillotine et ils me disent, oui, celui-là, tu sais qu'il a le sida et tout. Voilà, c'est gênant pour les personnes. Mais comment ils savent? Par exemple, je me lève, je vais faire un dépistage. Par exemple, moi, je ne me souhaite pas, ça ne m'arrivera pas forcément. Et puis, sauf un accident. Et j'avais dit jamais, je ne me le souhaite pas et je m'efforcerai de pas que ça ne m'arrive pas. Donc, je veux dire, supposons quelqu'un qui va faire son dépistage tout seul et puis il revient avec ses résultats, il est séropositif.
Comment les autres vont le savoir? Par principe, on demande aux gens de ne pas montrer les résultats aux gens parce que souvent, quand tu fais un test, la personne c'est négatif. Elle sort dit non, j'ai eu mon examen, c'est négatif. Bah, si tu t'es habitué à montrer aux gens, le jour où tu ne montres pas, les gens vont se dire qu'il y a quelque chose. Donc voilà, il y a un peu ça. Oui. Donc, en résumé, les gens ont l'habitude de brandir le résultat comme étant un diplôme. Voilà. Et maintenant, quand le jour où tu l'as, tu ne vas pas avoir le courage de brandir. Donc, les gens vont se poser des questions. Et il y a certaines personnes, quand ils vont pour les soins à l'hôpital, une fois, ils repèrent les pavillons des hôpitaux, Oui. Pavillon K. C'est pavillon K. À Grange Blanche. La Grange Blanche. Ou voilà. Ils se disent, ouais, celui-là, il va là-bas souvent, c'est qu'il va arriver. On en rit, c'est pas plaisant, c'est pas vraiment Ouais. amusant, c'est triste que en cas de maladie, les gens sont pointés du doigt, c'est pas correct. C'est rabaissant, c'est avilissant, c'est une maladie. Ça peut arriver à tout le monde. C'est que les gens oublient ça. Ça peut arriver à tout le monde et puis les gens n'ont pas choisi d'être malades. Voilà. Quels sont, outre les rapports sexuels, alors, cette interview, on la fera un peu à bâton rompu. Outre les rapports sexuels, quelles sont les autres situations où on peut contracter ces virus? Il y a 3 modes de contamination. C'est Lesquels? tous les rapports sexuels non protégés. Tous les rapports sexuels non protégés. Y compris la fellation, le cunnilingus. D'habitude, les gens n'aiment pas parler de ça, mais c'est ça. Tous les rapports sexuels non protégés. Attends, je vais comprendre. Bon, c'est pas Radio X ce soir, rassurez-vous. Oui, je sais, mais bon. on va essayer de permettre à ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas ce type de vocabulaire de comprendre un tout petit peu. On tient à s'excuser auprès de ceux que cela va choquer. Vous avez dit tous les rapports sexuels Non protégés, oui. non protégés. Vous voulez dire un cunnilingus, comment on peut se protéger? Quand tu as des rapports d'une femme à un homme, par exemple, ou d'un homme à un homme, enfin, tu utilises la bouche sur les parties intimes de l'homme, par exemple, faire une fellation. Dans le sperme, il y a le virus. Dans le pré-éjaculat, il y a le virus. Si avant ça, par exemple, la personne, la bouche est un peu fragile, donc on peut se brosser les dents, il y a des petites coupures, voilà, que la personne éjacule dans la bouche, ou qu'il y ait une petite porte d'entrée, on peut éventuellement se faire contaminer quand la personne, surtout en primo-infection. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de virus dans son... Voilà, ça c'est un exemple. Le cunnilingus, c'est la bouche chez la femme. Dans l'organe sexuel de la femme. Voilà. Il n'y a pas une possibilité de se protéger dans ce cas-là, j'imagine. Il Non? existe des carrés quand même, la thèse qu'on peut mettre là pour Ah, ça existe aujourd'hui. Oui, ça a toujours existé, seulement les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser. Après, pour ne pas avoir à utiliser ça, un exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, éviter de se brosser les dents 2 heures avant les rapports sexuels. Ou bien de utiliser des bains de bouche qui détruisent la flore buccale et qui la fragilisent encore plus. Ah, donc les bains de bouche fragilisent la flore buccale. Oui, puisqu'il y a de l'alcool dedans, ça tue toutes les bactéries, mais justement la bouche elle devient un peu fragile, donc du coup, voilà. Ça laisse poser un peu. À vous entendre, c'est fort inquiétant, toutes ces choses qui se jouent. Alors, est-ce que c'est possible aussi dans un rapport sur un baiser, par exemple, Non. de bouche à bouche? Non. En revanche, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a d'autres maladies qui sont contaminantes, qu'on peut contracter dans un échange salivaire, de bouche à bouche, c'est-à-dire dans un baiser. Quoi? J'ai entendu dire ça. Alors, vous qui nous direz ce soir, il y a une forme d'hépatite qu'on peut contracter. Ok. Je ne sais pas si c'est fondé, puisque nous avons ce soir. L'hépatite B se contacte de la même manière que le VIH. L'hépatite C, c'est forcément que dans le sang. Sachant par exemple, par contre, dans l'hépatite C, le virus de l'hépatite C il est très résistant, il ne meurt pas vite. Au contraire de l'hépatite B, le virus de l'hépatite B du VIH, qui au bout de 4 à 5 minutes à l'air libre peut mourir. Mais l'hépatite C, il peut... Oui, allez-y. Voilà, le virus de l'hépatite C, il est très résistant, il peut aller jusqu'à plus de 10 jours sur du matériel souillé par le sang qui n'a pas été correctement désinfecté. Donc, voilà. À vous entendre, c'est fort inquiétant et on se demande comment on vivrait. Non, l'hépatite B, il y a un vaccin qui existe. Donc, voilà, c'est conseillé de se faire vacciner. Et l'hépatite C, il y a le traitement qui existe aussi. Le tout, c'est de pouvoir se faire dépister régulièrement pour pouvoir agir s'il y a un souci et se faire soigner. Donc, vous avez dit RDR signifie Réduction des risques. Donc, il faut réduire les risques. Réduction des risques, Et voilà. comment on peut réduire les risques aujourd'hui? Comment on peut utiliser le matériel quand tu veux réduire les risques? Par exemple, dans les rapports sexuels, tu utilises un préservatif. C'est un outil de réduction. Et se dépister aussi, c'est ça. Et TPE signifierait quoi? TPE, c'est traitement post-exposition. Ça existe déjà quand tu as un rapport où tu as un doute, tu as pris un risque, tu as vraiment un doute, avoir le réflexe d'aller
service de maladies infectieuses ou aux urgences pour expliquer qu'on a, dans les 4 heures qui suivent au minimum, pour pouvoir bénéficier éventuellement d'un traitement si le médecin le juge nécessaire pour empêcher le virus de se propager dans notre organisme. Donc c'est ça le TPE. Pour revenir sur votre travail de terrain aujourd'hui, de sensibilisation et d'information, à l'observation, je veux dire, quand vous rencontrez des personnes dans les communautés de l'Afrique subsaharienne, est-ce qu'il y a une catégorie qui est plus réceptive? Est-ce que c'est des hommes, ce sont les femmes? Est-ce que les plus jeunes? Est-ce qu'il y en a qui sont plus enclins à vous écouter ou pas du tout? Les communautés, à forte communauté musulmane ne parlent pas beaucoup de leur sexualité. Il y a déjà ça. Et ça dépend des personnes. Il y en a qui sont réceptifs, il y en a qui ne sont pas. Ce n'est pas forcément un pays ou un autre. Ça dépend de la personne même en elle-même. Par contre, depuis longtemps, je galère pour pouvoir participer aux journées culturelles des associations africaines, différentes associations africaines ici. Ils ne veulent pas qu'on parte à les soirées pour ne pas parler, parce que parler du VIH, ça va les refroidir, ça va les gêner, surtout ça gênant. Donc on a du mal à amener ces personnes-là à accepter qu'on puisse intervenir dans leurs événements pour pouvoir faire de la prévention et proposer des tests de dépistage rapides. À votre avis, pourquoi cela les gêne? En quoi cela les gêne? Je sais pas si Quelles sont les raisons? Je ne sais pas si c'est de la pudeur, non. Ça, le fait de savoir déjà, de nous voir déjà, ça les trouble. En fait, pour moi, c'est ce que je comprends. Ils sont réticents, ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont concernées qui n'ont pas envie qu'on fasse une relation avec le VIH. Il y a ça aussi, et puis, non, il y a beaucoup de choses. Ils ne donnent pas des raisons, ils peuvent être d'accord, mais sur le fond, mais dans la forme, et après, ils n'appellent pas. Ils ne veulent pas se dépister. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de la PrEP, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des risques, mais les Africains, par exemple, à Lyon, ici, ne font pas appel. Ils ne vont pas se mettre ils ne prennent pas rendez-vous pour participer à cette consultation ou pouvoir utiliser ce traitement. Dites-nous, parce que ça fait des années que je vous vois sur le terrain, oui. Et on peut imaginer aujourd'hui que vous êtes, on va dire pas une Bible, vous avez quand même une bonne somme d'informations que vous faites remonter. Lorsque vous remontez ces informations, est-ce que Aide vous donne des moyens plus efficaces pour permettre à ce que vous puissiez dépasser, par exemple, ces blocages? Je veux dire, des gens sont gênés, ils n'ont pas toujours le courage d'aller vers votre minibus pour faire le dépistage. Est-ce que vous n'avez pas une autre approche que vous pouvez avoir? C'est une femme, en principe. Aujourd'hui, nous sommes ouverts à toutes les propositions pour pouvoir vraiment aller vers les gens, pour pouvoir apporter des informations, pour pouvoir échanger avec ces personnes-là, pour leur donner tout le matériel qu'il faut. Ça fait 5 ans que je vais à la Guillotière, je fais les commerces, que ce soit à Villeurbanne, partout. Quand il y a un événement, je sollicite les gens pour voir si on peut participer. Effectivement, pour pouvoir parler avec tous ceux qu'on rencontre, leur donner des informations par rapport à l'actualité, aux avancées, au traitement, le fait de vivre avec le VIH aujourd'hui, comment vivre avec, et tout ça. Donc, on continue encore. S'il y a quelqu'un qui a une bonne manière, peut-être, moi, je suis toujours ouverte aussi à apprendre. Et elle fait tout son possible pour pouvoir aller vers ces personnes-là. On accompagne aussi les personnes qui vivent avec le VIH. Et voilà, donc nous sommes ouverts à toutes les propositions. S'il y a quelqu'un qui est disposé à donner des informations, de nous aider à pouvoir trouver la possibilité d'aller vers ces personnes-là, nous sommes ouverts. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, plus bonsoir pour vous qui vous joignez à nous. Qu'à ce moment, nous recevons ce soir Emmanuela Cho-Nanga. Elle est responsable d'animation dans Aide, l'association Aide qui œuvre donc pour la lutte, la sensibilisation, l'information sur les VIH et les SIDA et les IST. Elle sensibilise particulièrement la population d'Afrique subsaharienne. Une fois de plus, bonsoir Emmanuela Cho-Nanga. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous expliquez donc en fait aujourd'hui, on peut vivre avec le VIH et vivre, on va dire, mieux que dans les années passées et que curieusement, les comportements auprès des populations d'Afrique subsaharienne, en fait, n'ont pas beaucoup évolué. Oui. Vous avez ramené un lot de préservatifs. Naturellement, c'est pour essayer de comprendre. Et je vais les prendre et vous nous expliquer un peu quelle différence il y a entre les uns et les autres. Déjà, selon vous, est-ce que les Africains que vous rencontrez aujourd'hui prennent volontiers les préservatifs? De plus en plus, oui. De plus en plus, il y en a qui prennent, oui. Et vous pensez qu'ils utilisent? J'espère bien.
Il y en a qui, apparemment, quand même, quand on arpente les rayons des supermarchés, qui se sont quand même d'un certain coup. Et je vois la marque Skin sans publicité. Et King Size, large, grande taille. Et les autres qui sont toujours la marque Skin dans les cartons. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a des préservatifs de taille normale pour. Voilà. Et puis ceux qui ont. Il y a des grandes tailles. Pour ceux qui ont des grandes tailles. D'accord. Et il y en a, vous me disiez tout à l'heure, en fait, il y en a qui sont sans latex. C'est quoi les le problème? Les skins ont la particularité d'être sans latex. Donc il y a des gens qui sont allergiques au latex, donc qui n'arrivent pas à utiliser les préservatifs. Là, les skins, ça propose, c'est du polyuréthane, donc c'est sans latex, c'est un peu plus fin. Donc voilà. Déjà, pour être allergique, ça veut dire qu'il faut déjà avoir utilisé, mais quand vous dites que apparemment ces populations semblent ne pas vraiment s'en servir. Non, la plupart, enfin, il y en a qui s'en servent beaucoup. Après, le skin, il est plus fin, donc il y en a qui préfèrent. Parce que la sensation est peut-être plus différente. Après, il y a le préservatif féminin aussi, qui est un préservatif interne que les femmes peuvent mettre aussi. Ce n'est pas du latex. Il est déjà bien lubrifié à la base. On peut le mettre au moins 8 heures avant les relations sexuelles. Est-ce que ce sera encore efficace? Très efficace, si. C'est très efficace. Mais c'est curieux. On a souvent pensé que le préservatif, c'était l'affaire de l'homme. Est-ce que les femmes, elles aussi, acceptent de mettre un préservatif? Celles que vous rencontrez tout au moins. Il y en a qui commencent à s'y intéresser de plus en plus. Il y en a qui demandent. Il y en a qui ne savent pas le mettre ou qui disent qu'elles ont mis, elles n'ont pas bien mis. Mais ceux qui réussissent à le mettre, elles apprécient. Parce que ça rend la femme plus indépendante. Elle choisit de mettre le préservatif, donc c'est elle qui choisit de mettre. Voilà. Est-ce que par rapport aux hommes, est-ce que les femmes jouent le jeu? Parce qu'il y a une idée diffuse selon laquelle les hommes n'aiment pas mettre le préservatif. Mais si l'homme ne veut pas mettre, la femme peut mettre, si elle a envie. Dans votre campagne de sensibilisation et d'information, les dames que vous rencontrez, est-ce qu'elles prennent spontanément le préservatif ou De plus en plus, il y en a qui, lorsqu'on découvre le préservatif féminin, commencent à l'utiliser. Mais il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui l'utilisent vraiment. Parce que quand je vais faire de la prévention, les gens préfèrent plus utiliser le préservatif masculin que le préservatif interne. Quand vous dites les gens, c'est qui? Les hommes ou les femmes? Les hommes, en général. Les hommes préfèrent prendre le préservatif masculin. J'avoue que moi, je l'ai découvert avec vous il y a 1 an. Oui. Et c'est vrai que c'est vous pas l'avez toujours... essayé? Personnellement, non, je dois l'avouer. Je suis fidèle, je dirais. Non, je suis fidèle. J'ai envie de dire, dans les échanges, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on aborde régulièrement, mais la plupart des femmes semblent ne pas vraiment le connaître. Faute d'informations, peut-être. Il y en a qui le savent. Elles ne le connaissent pas parce qu'elles ne cherchent pas aussi à connaître vraiment. Il y en a aussi... je sais que les femmes sont beaucoup plus réfractaires aux préservatifs qu'on ne le pense. Les femmes africaines, en tout cas. Mais de plus en plus, il y en a qui commencent à découvrir parce que quand elles ne connaissent pas le produit, elles sont un peu plus réservées, mais quand elles apprennent à découvrir, à l'essayer, c'est ce que je conseille aux femmes de pouvoir essayer au moins une fois, même quand on est en couple, de faire comme un jeu. Voilà, aujourd'hui, on va essayer ça pour voir comment ça se passe. Et puis, tu peux parler de quelque chose lorsque tu l'as essayé. Tu ne le sais pas, tu ne veux pas savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Parce que moi, je ne me vois pas en train de ramener un préservatif en couple, je serais mal regardé. Pourquoi? La question, c'est depuis quand? Non, on m'a montré aujourd'hui un préservatif féminin et j'aimerais bien, ma chérie, qu'on l'utilise histoire de savoir comment c'est. Comme ça, je peux en parler, c'est pas méchant. Après, ça dépend de la compréhension de la femme. Ça, c'est vrai. Mais d'expérience aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, le discours sur le préservatif, il passe mieux que par rapport au Truvada, par exemple, pour la PrEP? Oui, le préservatif, ça commence à quand même... je pense que c'est un peu ancré dans la tête des gens de pouvoir utiliser le préservatif. Même s'il y a des personnes qui sont toujours réticentes ou qui disent que le préservatif joue sur leur libido, surtout des hommes. Donc, du coup, s'ils savent qu'ils prennent beaucoup de risques... C'est-à-dire quoi? Ça coupe l'envie? Voilà, ça leur coupe l'envie. Quand tu mets le préservatif, je ne vais pas utiliser de gros mots. Ça, par exemple... Non plus d'érection. Hein? C'est déjà entendu qu'un préservatif coupe l'envie. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? S'il l'utilise plusieurs fois et que voilà, ça ne se passe pas, si c'est une personne qui prend des risques, aujourd'hui, il y a cette alternative qui est là, qui est la PrEP. Des deux préservatifs, lequel est le plus efficace?
Quel de préservatifs? Les préservatifs féminins et les préservatifs Tous les masculins. préservatifs sont efficaces. Il suffit de bien le mettre par contre, oui, pour ne pas que ça se casse. Voilà. Donc ceux qui ne peuvent pas utiliser les préservatifs, qui savent qu'ils prennent des risques, et voilà, ils ont cette alternative d'appeler pour prendre la PrEP en prenant rendez-vous. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous allons prendre quelques nouvelles brèves en provenance de l'Afrique et nous allons retrouver notre invité dans quelques instants. Au Mali, donc, c'est un célèbre activiste qui est blessé par balle à Bamako. Maréchal Madou Kanté, de son vrai nom, était au volant de sa voiture vers 1h du matin lorsqu'un inconnu muni d'une arme à feu a tiré sur lui, a-t-il expliqué depuis l'hôpital de Bamako. Il a été admis. On vient de m'enlever la balle du corps. J'étais dans ma voiture à Bamako quand quelqu'un a tiré sur moi. J'ai été touché à la poitrine, dit-il, a ajouté un jeune homme de 30 ans. L'opération est terminée et une balle a été extraite du corps de Maréchal Madou. Restons sur la côte ouest africaine, c'est au Burkina Faso où 5 personnes ont été tuées par des djihadistes. Un soldat burkinabé surveille donc les rues de l'attaque de Ouagadougou. 5 personnes ont été tuées lors d'une série d'attaques menées par des djihadistes présumés dans la nuit de lundi à mardi dans 3 localités du nord du Burkina Faso, frontalières du Mali. 2 personnes ont été tuées à Ndija, 2 autres à Sibé et une autre à Neida, dans la commune de Tourgomey, a précisé un membre des forces de sécurité. Selon cette source, les auteurs de l'attaque, probablement des terroristes, se déplaçaient à moto. La gendarmerie et l'armée ont lancé ce mardi donc un ratissage conjoint dans la province pour retrouver les auteurs de l'attaque selon des habitants. Nous retrouvons notre invité de studio qui est Emmanuela Chonanga, qui est l'une des responsables de l'animation, association Aide qui fait de la sensibilisation et l'information contre les IST et le VIH-Sida. Emmanuela, dites-nous, ça fait combien de temps que vous œuvrez dans ce secteur? 5 ans. 5 ans. Et en 5 ans, de manière générale, est-ce qu'il y a une évolution au niveau des mentalités? Oui, je dirais un peu plus. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé, les gens étaient vraiment réticents. Mais je pense à force, ils ont appris à me faire confiance et accepter de se faire dépister. Il y en a qui viennent spontanément se faire dépister quand ils voient le camion. Ce qui n'était pas le cas avant. Qu'est-ce qui a créé le changement, selon vous? C'est le temps? C'est quoi? C'est votre approche qui change? Peut-être qu'il y a une relation qui s'est établie. Ils ont appris peut-être à me faire confiance parce qu'ils savent que je ne parle pas. Ah, vous ne divulguez pas l'information? Voilà, c'est confidentiel. Donc voilà. Vous avez su garder jusqu'à ce jour le secret? Oui. À votre avis, lors des dépistages, il y en a qui sont plus dépistés ou, je veux dire, au niveau des résultats des séropositifs, il y en a de plus en plus ou de moins en moins ou De découvrir des séropositivités à Lyon. Donner une courbe. À Lyon ou dans la France ou... Je veux dire, à votre niveau, sur le travail que vous faites, est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un vienne se faire dépister et qu'il découvre qu'il est séropositif? Oui. Et quel est le protocole qui est mis en marche quand cela arrive? Déjà, avant de faire un dépistage, il faut le consentement éclairé de la personne. Et après l'annonce, si la personne veut qu'on l'accompagne, on l'accompagne pour faire un test de confirmation au niveau de l'hôpital. En quoi consiste l'accompagnement? C'est ça. Si je propose à la personne, quand je fais le test, si elle est positive, si elle accepte que je puisse l'accompagner pour la suite des démarches, je l'accompagne. Je peux l'accompagner à l'hôpital, prendre rendez-vous pour elle, l'accompagner pour faire une prise de sang, pour faire un test de confirmation et ainsi de suite. Pour l'orienter vers les différents services qu'il faut, voir les médecins qu'il faut. Et si c'est une personne qui n'a pas de titre de séjour, mettre en place une demande de titre de séjour pour soins. Et aussi, voilà. Parce que aujourd'hui, lorsque, par exemple, une personne est atteinte de VIH-Sida, elle peut avoir le droit d'avoir un titre de séjour pour soins? Ça dépend de d'où elle vient aussi. C'est-à-dire, d'où elle vient, je veux dire, de quel pays d'origine, c'est ça? Oui, il y a un classement des pays. Bon, après, oui.
Il y a des pays où il y a les traitements et il y a des conditions au niveau de la préfecture, du ministère de l'Intérieur pour pouvoir donner un titre de séjour pour soins à un étranger malade. Bon, sachant que quel pays, par exemple, aujourd'hui peut profiter de cela? En général, les personnes des populations d'Afrique subsaharienne ont droit à ça. De manière générale, en fait. Aujourd'hui, c'est l'OFI qui se charge de faire le rapport pour qu'on puisse donner un titre de séjour pour un malade. Ils peuvent contrôler, demander des précisions par une prise de sang faite là-bas pour pouvoir faire des analyses pour vérifier effectivement si la personne est séropositive ou pas. Après, par rapport à l'homosexualité, là, je ne peux pas, c'est pas ça qui décide, mais pour vous, les personnes qui sont malades du VIH, en tout cas, ils font des analyses, ils sont suivis. Les médecins infectiologues envoient un rapport, donc tout ça, c'est bien contrôlé. Il y a d'autres maladies, je ne peux pas parler de ça, mais par rapport au VIH, pas le cas. Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui sur le terrain dans ce travail que vous faites de sensibilisation et d'information? Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien? Toujours amener les gens à pouvoir avoir les réflexes de se faire dépister. Parce que le dépistage aussi, c'est un moyen de prévention. Aujourd'hui, une personne qui se dépiste régulièrement, dès qu'il y a un souci, on peut le voir plus vite. Et plus vite c'est vu, mieux c'est traité. Et la personne vient rapidement à une charge virale indétectable, donc elle ne contamine pas son partenaire ou les autres personnes. On peut freiner le charge virale indétectable? Oui. Ça suppose quoi? Sous-entend quoi? C'est-à-dire la quantité de virus dans le sang à un certain seuil où on décrète en France ici que c'est une charge virale indétectable. Je passe en tête pour vous le donner. Non, donc, ça veut dire en fait qu'il y a quelqu'un qui peut être séropositif, mais qui ne transmet pas ou plus la maladie. Voilà, ouais, c'est ça. Ça peut rester comme cela régulièrement? Quand elle est bien observante, qu'elle prend bien son traitement, qu'elle est contrôlée régulièrement, ça peut rester, oui. Du coup, elle a une espérance de vie qui est plus prolongée. Voilà, c'est égal à une personne qui n'a pas. Alors, si je comprends bien, cette charge virale devient indétectable parce qu'on prend son traitement régulièrement. Normalement. C'est-à-dire que ce n'est pas un stade qu'on atteint et puis on arrête le traitement. Le traitement non. se poursuit toujours. Ça se poursuit toujours. Pour maintenir ce stade-là. Pour ne pas, en fait, ça empêche la personne de passer au stade sida maladie. C'est-à-dire? Il y a deux phases. Quand on est séropositif, on a le virus dans le sang. Et quand on passe à la phase sida, c'est qu'on commence à développer des maladies opportunistes. C'est-à-dire quand tu as une maladie, ton corps, ton organisme, ton taux de CD4 a baissé, ton organisme n'arrive plus à se défendre, donc tu peux développer des maladies qui peuvent t'amener à la mort. C'est ce qui faisait qu'on mourait du sida. C'est là qu'on appelle sida. Mais si une personne séropositive n'a pas le sida, quand elle est séropositive, elle n'a pas le sida. C'est pas... Parce que vous savez... Quand le virus rentre dans votre corps, vous êtes séropositif. Ça veut dire qu'il y a la D'accord. présence du virus dans votre sang. D'accord. Si vous n'êtes pas traité, soigné, vous allez évoluer vers le stade maladie qui est le stade sida. Parce que voyez-vous, vous le dites ce soir, je l'entends, je le comprends, mais de manière générale, est-ce que les gens font ce distinguo entre le stade sida et être séropositif? Les gens que vous rencontrez régulièrement, est-ce qu'ils font cette distinction-là? Non, la plupart du temps, ils ne font pas les distinguos. Pour eux, tu as le sida, oui. C'est pour ça aussi que nous sommes là, pour essayer d'expliquer que non, ce n'est pas comme ça. Combien de temps faudrait-il pour que quelqu'un parte du stade séropositif? Est-ce qu'il y a une durée approximative pour partir du stade séropositif à stade sida? Si oui, laquelle? Ça dépend de la quantité ça dépend de son taux de défense, de CD4. S'il est très bas... Le CD4, c'est quoi? Tu as un thème technique. Comment? Bon, je vais expliquer ça de manière terre à terre. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas beaucoup comme moi. Dans le corps, il y a des anticorps qui te permettent de te défendre, en fait. Oui. Et si ces anticorps-là sont en quantité insuffisante, donc tout ce qui rentre dans ton corps, tu ne peux pas te défendre, donc ils vont t'attaquer. Un peu comme ça. Schématiquement, c'est à peu près ça. C'est ça qu'on appelle CD4. Oui. Donc, lorsque les anticorps faiblissent, on est dans un stade CD4. Non, c'est les anticorps qu'on appelle comme ça. D'accord, ce sont les anticorps qu'on appelle CD4. Si le taux là est très bas, oui, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de défense. Donc, on devient vulnérable. On devient vulnérable, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver ce CD4-là? Justement, vous prenez les traitements. Parce que les différentes thérapies agissent à des différents niveaux pour que ça... expliquez moi je vais expliquer ça. Pour que ton taux d'anticorps puisse remonter, pour que ton organisme puisse se défendre. Donc, à peu près ça. Si le taux est très bas, ça veut dire que tu n'as pas de défense, ça veut dire que tu peux tout récupérer comme maladie, tu peux faire la tuberculose, tu peux avoir
des maladies de Kaposi et tout. Quand le virus entre dans ton corps, ça dépend de toi, mais il y a des gens qui peuvent être séropositifs pendant 1 an, 2 ans, sans être malade. 3 ans, ça dépend. Ou plus vite. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous rentrons dans le cadre de cette émission. Nous recevons ce soir Emmanuela Shonanga, qui est responsable d'animation dans l'association Aide, qui lutte contre les IST, le VIH, SIDA, fait de l'information et sensibilisation auprès des populations d'Afrique subsaharienne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce soir, elle est venue prodiguer des conseils, des comportements à adopter durant ses vacances et pour ceux qui vont aller en vacances, afin donc de préserver son organisme et aussi d'avoir des comportements aussi qui ne sont pas à risque. On va retrouver Emmanuela Shonanga, on va prendre quelques nouvelles brèves et on vous retrouve dans quelques instants. Nous allons dans la République démocratique du Congo où la polémique s'enfle autour du CNSA. La nomination donc de Joseph Olenga-Koy à la présidence du Conseil national de suivi des accords du 31 décembre 2016, en abrégé CNSA, divise la classe politique. Le rassemblement, la principale coalition de l'opposition, a qualifié la désignation de M. Olenga-Koy d'escroquerie politique qui vise à tromper l'opinion en faisant semblant d'appliquer l'accord du 31 décembre. L'ex-président de l'Assemblée nationale et opposant actuel au pouvoir, Vital Kamerhe, désigné donc au poste de deuxième vice-président du CNSA, a décliné cette offre, estimant que ces désignations violaient donc l'accord de la Saint-Sylvestre dont le CNSA est chargé de veiller à la bonne application. Son parti, l'Union pour la nation congolaise et le mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, ont rejeté la procédure qui a abouti donc à la désignation de Joseph Olenga-Koy, ex-membre du rassemblement exclu du parti, à la tête du CNSA. En Côte d'Ivoire, la sécurité des singes en débat. Donc, près de 150 scientifiques de toute l'Afrique sont réunis près d'Abidjan de lundi à jeudi prochain pour créer la Société africaine de primatologie, la SAP, avec l'objectif de sauver les singes menacés d'extinction sur le continent. La situation des primates est délicate. Plus de la moitié des espèces africaines sont menacées de disparition. Il faut en effet convaincre les communautés de l'intérêt de défendre les primates et leur environnement. Les Africains, décideurs ou simples citoyens, sont plus sensibles à un discours qui vient d'un scientifique africain, estime le professeur Inza Kone, directeur de la recherche et du développement du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Selon lui, ce sont 85% des espèces donc des lémuriens qui risquent de disparaître à Madagascar. En Côte d'Ivoire, la population des chimpanzés, des primates parmi les plus proches des hommes, a chuté de 90% en 20 ans. On se tourne vers Emmanuela Shonanga, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, voire moins. Voilà que nous sommes en pleine vacances, période de vacances, et certains vont prendre les vacances les jours prochains, les Haoutiens, comme on les appelle, vont partir. Quelles sont les prescriptions que vous pouvez donc donner ou bien des conseils pour ceux qui vont en vacances? Ils n'ont qu'à mettre les préservatifs dans les sacs. Avant de partir aussi, se faire dépister. Donc, avant de partir en vacances, il faut se faire dépister? Mais il faut savoir où on en est. Oui. Pour éviter de contaminer les autres. Voilà. Alors, puisque vous êtes là ce soir, beaucoup de gens, souvent, qui nous écoutent, se posent la question où aller, surtout dans la discrétion. Vous vous trouvez où à Lyon aujourd'hui? Au 10 rue Marc-Antoine Petit. Vous dites rue 10 rue Marc-Antoine Petit. Et quels sont vos horaires d'ouverture? On fait les dépistages les mercredis de 16h30 à 20h30. 16h30 à 20h30. Ça coûte combien tout ça? C'est gratuit. Non, je vous ai coupé. Alors vous avez dit le mercredi, ensuite? Il y a des permanences aussi le mardi de 18h30 à 20h30. Ça veut dire tous les mardis soirs? Oui. Ça veut dire qu'à ce moment, c'est une heure prévue au dépistage? Oui. Par contre, le mois d'août, on est fermé. Tout le mois d'août? Ça veut dire que c'est... Le mois d'août, oui. Parce que tout le monde prend... on s'est arrangé pour que tout le monde prenne les vacances à cette période-là. Ça veut dire qu'en août, il n'y a personne? Mais il y a le CGID qui est là, l'hôpital qui est là, on fait les tests de dépistage. Non, à la Croix-Rouge, à l'hôpital de la Croix-Rouge, comme à l'hôpital Édouard Herriot. Le CGID, c'est le centre de dépistage anonyme et gratuit, l'ancienne SIDAG. Vous parliez en début d'émission du Truvada, la petite pilule bleue. Oui. Comment on fait pour l'obtenir, par exemple?
il faut quand une personne pense qu'elle prend vraiment des risques, il faut elle téléphone pour prendre un rendez-vous parce que c'est... Chez qui? Voilà, je vais vous donner les différents lieux de consultation. Donc, à l'hôpital Édouard Herriot, les prises de rendez-vous se font du lundi au vendredi au secrétariat des maladies infectieuses. Il y a un numéro. Je vous le donne. Allez-y. Le 04 72 11 02 30. 04 72 11 02 30. Et les horaires d'ouverture, c'est de 8h à 17h. Ça, c'est pour l'hôpital Édouard Herriot. À l'hôpital de la Croix-Rousse, il y a au Cégide, c'est-à-dire au bâtiment D, au premier étage. 04 26 10 94 73. 04 26 10 94 73. Et 04 26 73 25 84. 04 26 73 25 84. Ah, c'est pour le dépistage? Non, c'est pour prendre les rendez-vous pour la consultation PrEP. Pour prendre la PrEP. Ça, c'est pour la PrEP. Et est-ce qu'il faut être orienté par un médecin ou on peut aller... Non, quand vous appelez pour prendre les rendez-vous, on prend rendez-vous, on vous donne un rendez-vous avec un médecin qui va vous recevoir, qui va discuter avec vous de votre prise de risque. Et après ça, il va vous donner une série d'examens à faire. Et vous redonnez rendez-vous, il vous voit soit 3 semaines, 4 semaines après, pour voir si tout va bien, pour décider si vous donne la PrEP ou pas. Là, il vous fait une ordonnance pour le Truvada. Et vous choisirez la manière, vous voulez prendre soit tous les jours, soit en discontinu. Mais ce n'est pas un produit assez lourd, je veux dire, dans l'organisme. Il n'y a pas d'effet indésirable pour un produit comme celui-là? Il y a tous les médicaments ont un effet indésirable. Mais justement, c'est bien cadré pour vous, c'est bien suivi pour ça. Jusqu'à présent, il y a des petits effets indésirables, c'est des petits troubles digestifs qui arrivent à tout le monde. Bon, après... On a aussi l'impression que lorsque on envoie les gens prendre ce qu'on appelle le Truvada, c'est encouragé aussi... Non. Non? On n'encourage pas les gens. Le Truvada protège que du VIH. Ça n'empêche pas de mettre le préservatif. Ça veut dire qu'à ce jour, en fait, ce qui vraiment protégerait le plus, il y a deux manières de faire. Soit c'est la fidélité, ou alors le préservatif. Ouais. Qui laisse passer, enfin qui en principe bien utilisé, ne laisse pas passer. Non, mais ceux qui ne supportent pas le préservatif, savent qu'ils prennent beaucoup de risques, ils oublient des fois où voilà, il y a encore cette alternative qui est le Truvada. Voilà. Et son effet efficace aujourd'hui, quel est le pourcentage en fait de chances d'être protégé? Enfin, je veux dire, le taux. Le taux approche de 98%. 98%. On a à peu près su que quand on l'a pris, on le prend combien? On le prend quand? Le jour avant ou tous les jours? 2 heures avant le rapport sexuel. Pratiquement 2 heures avant. Et si on l'a pris et qu'il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas d'effet. Non. Il n'y a pas de risque. Non. Après, il y a 2 manières de le prendre. On peut le prendre tous les jours, comme on peut le prendre la demande. Tous les jours, c'est pas lourd ça comme... Non. C'est le choix de la personne. Si c'est quelqu'un qui oublie, c'est comme si les femmes qui prennent la pilule. Tu le prends tous les jours à une certaine heure. Donc, et ce Truvada ne protège que contre le VIH en fait. Contre le VIH, oui. Pas contre les IST. Donc, ça, en résumé, on est exposé, quoi. Parce que les IST aussi font beaucoup de ravages. Ça se soigne, les IST. Les IST se soignent, on en guérit très bien. Donc, du coup, c'est pas parce qu'on prend le Truvada qu'on ne fait pas des examens des IST. C'est pour ça que les médecins qu'on voit dans le cas de cette consultation, les personnes sont bien suivies aussi pour faire des examens pour les IST et puis pouvoir... voilà. Dire donc en fait aujourd'hui pour ceux qui ont des comportements à risque, il y a la possibilité de prévenir, il y a des produits préventifs, le fameux Truvada. Il coûte quoi? Est-ce qu'il est remboursé? Dans le cas de la consultation PrEP, il est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Il coûte quand même 451 €. Ça a changé en quoi? En une année? Il y a 1 an à peu près, c'était pas pris en charge? Ça a été toujours pris en charge. Depuis toujours? Mais dans ce cadre-là? Dans ce cadre-là seulement. D'accord. Après, pour les personnes suivantes, les VIH aussi sont pris en charge à 100%. D'accord. Donc, il ne faut pas que les gens hésitent. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Il faut qu'ils, s'ils savent qu'ils ont des comportements à risque, ensemble, nous pouvons lutter pour freiner le VIH là. Donc, du coup, il faut que les gens appellent pour prendre rendez-vous par là, ces consultations-là. Ils ont cette possibilité-là. Ce n'est pas réservé qu'aux autres. Hein. Et le rendez-vous, on le prend. Redonnons les numéros et redonnons l'adresse de aide et les numéros, les bons numéros. D'abord, l'hôpital de la Croix-Rousse. Il y a le service des maladies infectieuses au 04 72 07 11 07. 04 72 07 11 07.
À l'hôpital La Croix-Rousse, au Cégide, au 04 26 10 94 73. Et à l'hôpital Édouard Herriot, au 04 72 11 02 30. Donc, on appelle pour prendre rendez-vous et voilà, le médecin vous reçoit pour discuter avec vous de vos prises de risque et la possibilité de vous mettre sous traitement pré-exposition qui est le Truvada. Bien, Emmanuela Shonanga, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous apporter tous ces conseils. Ben, vous aussi. On espère que ceux et celles qui vont en vacances viendront vous voir, Oui. ou tout au moins quand même savent ce qu'il faut faire. Qui utilisent les préservatifs, qui se font dépister, et voilà. Vous nous avez apporté un gros, même pas un, deux, trois gros paquets de préservatifs, divers préservatifs entre les extra larges et les préservatifs féminins. Le choix est laissé donc à l'équipe qui vient après nous, l'équipe de Maki Pluriel, à Christophe et son équipe, ceux qui souhaitent se servir, qui vont en vacances, ils pourront se servir librement. Et il y a également le Truvada, la pilule bleue. Il faudrait simplement appeler le centre dont vous avez donné l'adresse tout à l'heure Oui. pour pouvoir en profiter de ce traitement-là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonnes vacances à vous. À vous Amis aussi. auditeurs, nous nous retrouvons donc à la rentrée. Au plaisir de vous retrouver donc en septembre. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe,